Eh bien bonjour à vous, bonjour aux participants, bienvenue aux 45 minutes chrono de l'Association du paiement. C'est notre 19e édition. Je suis Sophia Briouel et ce soir nous allons parler du paiement mobile, un usage en plein essor. Le téléphone est très utilisé par les Français et il est notamment utilisé comme moyen de paiement, entre autres pour pallier notamment au risque de contamination suite à la Covid et à la situation actuelle. Et finalement, on s'aperçoit peut-être, mais c'est vous qui allez nous le dire, Oussem, notre invité, est-ce que cela a stimulé les paiements dématérialisés? Donc, si les différentes solutions techniques permettent de réaliser les paiements par le mobile, on abordera notamment avec Oussem la sécurité et bien d'autres choses. Alors, à tous nos participants, à ceux qui nous écoutent, qui êtes là avec nous régulièrement, je vous invite à utiliser le chat et le Q&R pour poser toutes vos questions à notre invité Oussem. Et je suis sûre qu'il se fera un plaisir d'y répondre. Donc vous avez le chat pour pouvoir converser entre vous et avec nous. Et vous avez un bouton Q&R pour poser vos questions. On y consacrera bien entendu donc un moment pour chacune de vos questions, soit en fin d'interview avec Oussem ou bien durant l'interview, parce que si c'est interactif, autant le faire en temps réel. Alors, bon, Oussem, vous êtes CEO de la société Déjà Mobile. Déjà Mobile, un fournisseur de solutions de paiement mobile en marque blanche que vous avez créé en 2012. Oui, bonjour Sophia. Tout d'abord, merci à vous et merci à l'Association du paiement de m'avoir invité pour ce 45 minutes chrono. Je suis vraiment heureux d'échanger avec vous ce soir. Peut-être quelques mots sur Déjà Mobile rapidement pour commencer. Donc Déjà Mobile, comme vous l'avez dit, est une société spécialisée dans la fourniture de solutions de transactions mobiles sécurisées au sens large et notamment de paiement en marque blanche. Donc, l'entreprise a été fondée en 2012 par 3 cofondateurs issus du monde des télécommunications, du paiement mobile, de la sécurité. On a longtemps travaillé notamment dans le groupe Orange sur les activités NFC et paiement mobile. Et puis, depuis la création de Déjà Mobile, on a apporté nos solutions à tout l'écosystème bancaire, aussi bien côté émission pour des solutions de type wallet que côté acceptation plus récemment. Mais je pense qu'on va approfondir tous ces sujets pendant l'interview. Bien volontiers. Eh bien, merci à vous d'être là. Comment allez-vous d'abord, Oussem? Ça va, merci. Vous pouvez peut-être le voir, il y a une belle lumière derrière moi. Donc il fait beau en Normandie, malgré Il fait beau en Normandie. ce qu'on peut dire parfois. Il a fait beau tout le mois d'avril, donc tout va bien. Voilà. Eh bien, on est ravis. Alors, Oussem, donc, je vais vous poser la première question. J'aimerais savoir, parce que vous nous avez parlé de Déjà Mobile d'ores et déjà, mais j'aimerais vraiment connaître votre histoire et le voyage de Déjà Mobile au cœur des solutions de paiement mobile. Racontez-nous un peu l'histoire. Volontiers. Donc, comme je l'ai mentionné, l'entreprise a été créée par 3 spécialistes du domaine du paiement mobile, de la sécurité, des technologies NFC en 2012. Avant, on a travaillé pendant quelques années au sein du groupe Orange, où on a lancé notamment des services comme Orange Money, qui est un service très connu dans les pays africains notamment, de mobile money, des services précurseurs de ce type. Donc, quand on a créé Déjà Mobile en 2012, on avait la conviction que les technologies sans contact, donc NFC, au monde du mobile, allaient arriver de manière massive, qu'elles allaient probablement transformer un petit peu les usages et aussi peut-être permettre à des nouveaux acteurs d'entrer dans l'écosystème du paiement, aussi bien côté service que côté technologie. Donc, nous, on s'est mis sur la partie technologie pour, encore une fois, notre métier consiste à assembler des technologies avancées, NFC, la sécurité, etc., pour faire des solutions qui sont prêtes à l'emploi quelque part parce qu'elles sont déjà certifiées, par exemple par les réseaux de paiement comme Visa, Mastercard, CD. Elles sont livrées dans un environnement en mode SaaS, dans un environnement certifié PCI DSS. Donc quelque part, on s'occupe de tout ce qui est technologie, certification, etc., de manière à laisser nos clients, qui sont par exemple des émetteurs ou des acquéreurs, se concentrer sur la construction du service, de l'expérience utilisateur et la commercialisation de tout ça. Donc, des solutions sécurisées à la fois côté émission, mais aussi côté acceptation. Merci, Oussem. Alors, bon, c'est une question qui va un peu dans le sens de l'histoire, mais quelle est finalement votre raison d'être et même, je dirais même, votre singularité? Parce que les solutions, il en existe, mais vous particulièrement, qu'est-ce que c'est? Alors, s'il fallait vraiment résumer ça
effectivement est dégagé une certaine singularité, c'est le fait de nous occuper notamment de la sécurité des paiements sur mobile. Parce que ce qui différencie un smartphone qui est un objet ouvert, avec un système d'exploitation ouvert, qui peut accueillir plusieurs applications, ce qui le caractérise, c'est qu'il peut être l'objet, entre guillemets, de menaces, d'attaques, de malware, etc., contrairement à l'environnement carte à puce qu'on connaît dans nos métiers depuis des années maintenant, qui est un environnement fermé et parfaitement contrôlé. Donc, quand on en est arrivé au point de mettre du paiement mobile, de digitiser des cartes, et on va aller un peu plus loin, je pense, plus tard dans ces concepts-là, sur des smartphones, il a fallu mettre en œuvre des technologies, des solutions extrêmement sécurisées pour garder le même niveau de sécurité en paiement mobile que celui qu'on connaissait dans le paiement carte. C'est vraiment ça qui nous singularise, c'est d'être l'acteur technologique qui garantit cette sécurité des paiements, cette conformité quelque part avec toutes les exigences des banques et de l'écosystème bancaire en général dans le domaine nouveau du paiement mobile. Merci Oussem. Alors rentrons dans le vif du sujet, hein, puisque nous sommes là aussi pour parler aussi, entre autres, de la progression du paiement mobile depuis 2017. Alors, quelle progression pour le paiement mobile depuis d'ailleurs son lancement au sein des offres et notamment des banques françaises en 2017. Qu'est-ce que vous pourriez nous partager comme chiffres, comme tendance dans les paiements mobiles? On peut dire que le paiement mobile décolle enfin, j'allais dire, parce que bon, quand on est dans le domaine depuis très longtemps, on attendait ça depuis quelques années. Alors pour dire ça, je vais partager avec vous quelques chiffres. Alors ça tombe bien, hein, on n'a pas fait exprès, mais très récemment, il y a eu une étude qui a été publiée, un communiqué de presse par Pélib avec l'Institut Kantar, qui a permis de voir en fait, l'évolution du paiement mobile. Et là, je vais partager quelques chiffres. Hein. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous abreuver de chiffres. L'idée est de vous donner quelques illustrations. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. Très bien. Donc, alors, en fait, ce qu'on peut dire déjà, c'est que on observe une appétence grandissante pour l'usage du paiement mobile. Aujourd'hui, d'après cette étude, hein, encore une fois, qui est un baromètre, donc qui suit les mêmes chiffres, et les mêmes indicateurs depuis 2018, donc ça commence à être intéressant, hein, cette perspective. Vous le voyez déjà, 38% des personnes interrogées, hein, du panel qui a été interrogé, déclarent avoir utilisé le paiement mobile contre seulement 18% en 2018. Donc, vous voyez, l'évolution est très importante. Et là, je dois préciser ce qu'on entend par paiement mobile d'abord. Hein. Dans cette enquête, en tout cas, en fait, ça désigne deux cas d'usage. Le premier, c'est utiliser son smartphone pour payer en magasin, donc le paiement NFC en magasin. Et le deuxième usage, c'est le paiement de personne à personne, le peer-to-peer, donc le fait d'envoyer de l'argent à une autre personne identifiée par son numéro de mobile. Hein, ce sont ces deux usages-là qui sont désignés. Et justement, quand on creuse un petit peu plus pour différencier les deux cas d'usage, donc là, cette question, elle est un peu différente de la précédente. C'est sur l'intention d'usage. La question précédente, c'est est-ce que vous avez utilisé en 2020? Là, ils ont aussi posé la question, est-ce que vous avez l'intention d'utiliser votre mobile pour payer en magasin? Là, à peu près la moitié des personnes interrogées répondent oui. Et la même question pour l'envoi d'argent, hein, de personne à personne. Là, ils sont 42% à répondre oui. Donc là, on peut dire quand même que ça commence à être vraiment significatif. Le paiement mobile rencontre finalement son marché, rencontre une certaine appétence. Alors, c'est dû à plusieurs facteurs qu'on va approfondir, donc je ne vais pas trop anticiper sur la suite de l'entretien, mais clairement, les faits sont là. Déjà, on peut les voir dans ces chiffres. Merci pour ces premiers chiffres. Alors, on le dit dans toutes nos chroniques, la crise, elle a agi un peu comme un accélérateur de la digitalisation. Est-ce qu'on peut dire que pour le paiement mobile particulièrement, est-ce que ça a permis de progresser de manière significative l'usage du paiement mobile auprès des commerçants, mais aussi auprès des consommateurs? Alors, je dirais que la réponse est oui, certainement, dans le sens où la crise donc sanitaire, hein, Covid-19, a permis clairement de mettre en avant, hein, parce qu'il y a eu une communication, il y a eu même une incitation hein, de tout l'écosystème, à la fois de l'écosystème bancaire, mais aussi même des autorités sanitaires, à utiliser le sans contact en général. Et ça s'est traduit dans les chiffres. Hein. Bon, je pense que vous les connaissez comme moi. Moi, je suis allé juste chercher des chiffres de carte bancaire hein, pour avoir la situation en France. Carte bancaire a déclaré qu'en 2020, la part des transactions effectuées en sans contact en magasin s'élevait à 47%, versus seulement un tiers en 2019. Donc ça, c'est un chiffre. On retrouve les mêmes statistiques si on regarde des études de Mastercard, Visa, etc. C'est pas seulement valable en France,
c'est également valable, je dirais, de manière plus globale. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est qu'il y avait quand même une tendance de fond, hein. Il y a eu peut-être un phénomène d'accélération, un phénomène d'exposition, mais, et pour illustrer ça, je reprends encore un chiffre, hein, qui est intéressant, c'est que, toujours, je reste sur CB, hein, le contexte français, en 2 ans, donc 2017-2019, le volume de transactions sans contact a été multiplié par 3. Certes, on démarrait très bas, mais quand même, il y avait déjà cette tendance de croissance forte. Donc là, quelque part, on l'a accéléré. Alors, et ça a eu un effet. Donc là, on parle de sans contact en général, et principalement de sans contact à base de carte, qui reste le moyen de paiement massif, hein, et principal. Mais ça a aussi joué en faveur du paiement mobile. Alors pourquoi? Pour au moins 2 raisons. La première, c'est que certaines personnes ont découvert l'usage du paiement mobile à cette occasion-là, et quelque part s'y sont mis, hein, voilà. Et parce qu'avant, elles ne s'étaient même pas posé la question, hein, ces personnes-là, et elles ont découvert notamment une propriété intéressante, c'est que pour le paiement mobile, quel que soit le montant, on va s'authentifier sur son propre terminal, sur son smartphone. Donc, on n'aura plus jamais à toucher le TPE pour saisir son code PIN quand il faut s'authentifier. Donc voilà, dans ce contexte sanitaire, on nous disait attention, il ne faut pas toucher des surfaces, etc. Ça, sans doute joué. Et puis un deuxième élément, probablement moins anecdotique, entre guillemets, c'est l'équipement des marchands. Évidemment, les marchands, dans ce contexte, ont été incités à s'équiper et surtout à activer les contrats sans contact, ce qui n'était pas le cas. Moi, j'étais moi-même surpris. Je me souviens avoir lu un article dans Les Échos, c'était en mai 2020, donc pendant la première partie de cette crise sanitaire, où j'ai appris moi-même que 30% quand même des commerçants en France n'avaient pas un moyen d'acceptation sans contact, hein, soit n'étaient pas équipés, soit n'avaient pas activé le sans contact. Donc ça constituait en fait un frein réel à l'usage du paiement mobile. Parce que pour le paiement mobile, on peut faire que du NFC, hein, on peut pas utiliser le contact. Donc voilà, tout ça j'ai été un peu long, mais pour vous dire que je pense, pour répondre clairement à votre question, que clairement la crise sanitaire évidemment a eu un effet, mais qu'on était quand même dans une tendance de fond qui a démarré, je dirais, en 2016-2017 en France et qui s'est amplifiée cette dernière année, enfin en 2020, qui continue en 2021. Merci beaucoup, Seb. Alors, j'ai Jonathan Blondeau qui pose la question en me disant, j'ai peut-être manqué le chiffre, mais combien de personnes sondées? Est-ce que vous avez cette information-là? Sinon, on l'invite à Ah, voir. le panel, alors je n'ai pas en tête, je crois qu'il y a eu 1 millier, je crois que c'est un panel d'1 millier de consommateurs, mais oui, l'information est disponible, hein, si vous cherchez baromètre paiement mobile Kantar pour Paylib, vous allez trouver leur communiqué de presse et l'information est précisée. Mais de mémoire, il s'agit d'un panel de 1000 personnes de 18 ans et plus, j'imagine, construit dans les règles de l'art des enquêtes, je suppose. Merci, Oussem. En tout cas, vous pouvez aller voir notamment sur la page LinkedIn de Paylib, et donc il y a bien l'étude qui a été publiée il y a à peu près une semaine. Merci. Alors du coup, on parlait justement de cette progression significative suite peut-être à la situation que l'on vit. Est-ce qu'on peut dire aussi que les Français sont de plus en plus en confiance finalement? Parce qu'on a une forte culture en France de la sécurité. Donc est-ce que c'est quelque chose qui va venir aussi voilà, influer sur l'usage du paiement mobile? Vous avez raison d'évoquer cette question de la confiance parce que parmi les freins, alors tout à l'heure j'ai évoqué un frein qu'on a constaté sur le paiement mobile qui est l'équipement des marchands sans contact. Un autre frein qu'il ne faut pas ignorer, c'est cette question de la confiance. Très longtemps, et c'est encore présent aujourd'hui, il y a cette idée reçue que le paiement mobile serait moins sécurisé que le paiement par carte, par exemple. Objectivement, c'est complètement faux. Les chiffres le montrent, hein, il n'y a pas plus de fraude sur le paiement mobile que sur le paiement carte. Et même, on peut démontrer techniquement, je ne vais pas m'étendre là-dessus, qu'un paiement mobile peut être même davantage sécurisé qu'un paiement à base de carte. Mais là n'est pas la question. La question est une question de perception. C'est ça qui est important. Et justement, on a de la chance, encore une fois, ce baromètre mesure cette question de la confiance. Donc, j'ai extrait l'indicateur et on constate quand même que ça s'améliore. Donc, aujourd'hui, le total, l'indicateur de confiance quand on interroge ce panel, est de 55%. Donc, on peut dire qu'enfin, la majorité fait confiance au paiement mobile. C'est déjà un fait intéressant. Et surtout, quand on creuse un petit peu, quand on zoome, quand on regarde notamment les tranches d'âge, on voit évidemment encore une différence. Là, je pense que vous l'imaginez déjà, les tranches d'âge les plus jeunes ont plus d'appétence à l'usage du mobile en général et du paiement mobile en particulier. Et donc, leur taux de confiance s'élève aujourd'hui à 76%, en forte augmentation par rapport au baromètre de l'année dernière. Mais on voit aussi que même pour les plus de 55 ans, la confiance aussi augmente. Voilà, donc quelque part, ce phénomène du paiement mobile probablement est en train de sortir de sa niche, entre guillemets. Il faut admettre que pendant de longues années, le paiement mobile a été encore une affaire de
d'un usage de niche, soit une affaire de digital natives, comme on dit, hein, donc les précurseurs des usages numériques, notamment les populations les plus jeunes, et laisser à l'écart probablement une partie de la population, une sorte de fracture numérique. Alors là, on voit que ces frontières-là sont en train de s'estomper et que la confiance est en train de s'installer. Merci Oussem, la confiance s'installe. Alors comme on a abordé la question de la sécurité, est-ce que vous pourriez un peu nous partager donc les mesures de sécurité pour justement faire face au risque de l'enrôlement d'une carte dans un smartphone? Parlez-nous de tokens, expliquez-nous peut-être parce qu'on a des participants qui sont très hétéroclites. Donc n'hésitez pas aussi à rentrer dans le détail. Pour les sachants, ils comprendront et pour les non-sachants, ils comprendront aussi. Bon, volontiers. Je vais effectivement parler un petit peu, on va dire, des technologies de sécurité. Alors, pour le paiement mobile, en fait, ou le paiement sur des objets connectés en général, hein, ça peut être avec une montre connectée, par exemple, on utilise ce qu'on appelle des tokens. Hein. C'est quelque chose qui a été défini par EMVCO, donc c'est standard, en 2014, un fameux white paper qui a été édité en mars-avril 2014, et qui décrit le fait que quand on veut digitaliser une carte de paiement existante, hein, une carte Visa, Mastercard, CB, sur un terminal numérique, hein, mobile ou une montre connectée par exemple, on doit d'abord demander la création d'un token qui correspond à un profil de carte, au même sens que le profil de la carte initiale, mais dédié à l'usage sur ce mobile-là, sur ce terminal-là. Donc ça, c'est une première propriété. Donc, on ne va pas compromettre les données initiales de la carte en les installant entre guillemets, purement et simplement dans une application mobile. Donc ça, c'est un premier pilier de la sécurité. Ensuite, on va utiliser des clés de sécurité qui sont renouvelées de manière régulière et qui sont protégées dans une sorte, je vais utiliser une image, de coffre-fort numérique au sein de l'application mobile. C'est vraiment un élément fort. Hein. C'est que, en fait, il y a des technologies aujourd'hui qui permettent de protéger de manière logicielle ou en faisant appel à ce qu'on appelle un élément de sécurité sur le téléphone, qui permettent de protéger ces clés de session, etc. Et d'ailleurs, ça fait l'objet de certification. Hein. Tout ce que je vous dis là doit passer par des laboratoires agréés, par Visa, Mastercard, CB, être certifié. Voilà, donc c'est un deuxième pilier de la sécurité. Et enfin, toutes les solutions de paiement mobile qui existent aujourd'hui sont dotées de capacités de monitoring, entre guillemets. Elles sont en permanence en train de… Parce que contrairement à la carte, qui est un objet qui n'est pas connecté en permanence, un mobile ou encore une fois une montre connectée par exemple est un objet connecté en permanence, donc on peut l'auditer régulièrement. Donc les plateformes de paiement mobile auditent régulièrement l'état du mobile et sont capables de détecter une éventuelle dégradation de l'état de sécurité et agir à distance pour éventuellement bloquer le service ou faire ou déployer des contre-mesures particulières. Donc voilà, on a toute une famille de technologies qui se sont développées depuis donc les années 2014-2015 et qui ont été mises en œuvre par tout l'écosystème bancaire. Donc maintenant, on peut dire qu'il s'agit de pratiques tout à fait établies et qui montrent qu'on est capable de faire du paiement mobile sécurisé aujourd'hui. C'est très clair, merci beaucoup. Alors, bon, on a abordé quand même la sécurité. Aux participants, n'hésitez pas à commencer à poser donc vos questions à Oussem, bien que voilà, on va être assez complet dans notre interview. Oussem, revenons un peu à Déjà Mobile. Vous travaillez déjà pour des banques françaises, donc peut-être vous pouvez nous en parler, mais j'aimerais savoir si vous étendez vos offres ailleurs qu'en France, en Europe par exemple, ou dans d'autres continents comme l'Afrique, où justement c'est très très peu bancarisé. Oui, tout à fait, volontiers. Donc, oui, comme vous l'avez dit, nous équipons plusieurs grandes banques françaises de solutions de paiement mobile basées sur la tokenisation, la technologie HCE depuis plusieurs années. On est le leader de ce type de solution en France. Mais effectivement, à votre demande, j'ai choisi d'illustrer plutôt par un cas en dehors de France pour vous montrer aussi que voilà, c'est quelque chose qui est en train de se développer partout. Donc, nous-mêmes, oui, la société Déjà Mobile a des activités en dehors de France. On a des clients dans 14 pays hein, aujourd'hui. Une majorité la majorité de nos clients se situent en Europe et on commence à sortir un peu d'Europe. Et là, justement, je vais de nouveau partager avec vous mon écran pour vous montrer une petite vidéo qui illustre en fait un cas d'usage d'un client islandais, c'est-à-dire d'une banque islandaise, une banque de détail islandaise qui s'appelle Arion Bank, qui est une banque traditionnelle à l'origine, une banque de détail avec des agences, etc. Et puis qui a commencé une véritable transformation digitale il y a plusieurs années, et d'ailleurs qui a reçu plusieurs prix à ce titre, donc qui est vraiment avancé dans ce domaine-là. Et comme vous allez le voir, là, une petite vidéo qui montre l'intégration du service de paiement mobile dans l'application bancaire. Ça, c'est un point important. C'est que, en fait, pour
offrir le service de paiement mobile NFC, donc on parle de ça, hein, qui est notre spécialité, auprès des consommateurs, on peut soit le déployer dans une application dédiée, hein, en wallet, soit l'intégrer dans l'application de mobile banking elle-même. C'est le choix qui a été fait ici. On va le voir. Alors attention, l'écran, il va être en islandais, vous n'allez pas comprendre, enfin, sauf s'il y a des islandophones dans la salle. Mais bon, il y a des petits commentaires en anglais. Donc, attendez, je coupe la musique. Voilà, donc là, vous allez voir en fait assez rapidement, voilà, l'application bancaire se lancer. Voilà, donc là, c'est juste l'application bancaire, hein, voilà. Et à un moment donné, ils vont activer le paiement sans contact. Vous reconnaissez le signe sans contact. Et là, je m'arrête juste. Comme on est dans l'application bancaire, donc le client a été identifié, il est reconnu, et on peut immédiatement détecter, enfin la banque sait qu'il a 3 cartes, en l'occurrence ici, qui sont rattachées à son compte. Donc on lui propose, s'il souhaite, digitaliser une ou plusieurs cartes dans cette application. Donc là, on va voir dans cet exemple qu'il va choisir la première carte. Voilà, donc il coche la case et dit voilà, je veux digitaliser cette carte. Voilà. Donc là, l'opération de tokenisation va se passer, hein, dans le back-office. Et enfin, une fois que cette opération est faite, il peut immédiatement commencer à payer. Et là, comme c'est écrit ici, le geste est très très simple parce qu'il s'agit de faire ce qu'on appelle un unlock, enfin, en fait, déverrouiller son écran en utilisant un moyen de déverrouillage sécurisé, par exemple un moyen biométrique, hein, ce qui est géré dans le système Android. Et ensuite, il fait le geste du tap, hein, pour payer. C'est très très simple. Voilà, donc ça c'est un cas client, c'est extrêmement simple. Ça montre comment une banque de détail, j'allais dire classique, peut intégrer complètement une technologie de paiement mobile NFC au sein même de son application bancaire. Oui, donc si je comprends bien là, la différence des banques françaises qui utilisent, par exemple, l'application Paylib, là, on a vraiment la technologie qui est directement dans l'application bancaire. Oui, oui, vous avez raison. En fait, la majorité des banques françaises a choisi d'intégrer Paylib sans contact, donc la fonctionnalité de paiement dans une application à part, qui n'est pas l'application de mobile banking. Alors qu'ici, effectivement, on voit que le choix a été d'intégrer la fonction dans l'application bancaire elle-même. Oui. Merci beaucoup, Seb. Alors, on sait qu'on assiste à un changement de paradigme dans l'industrie des paiements. On en parle et on le dit à chaque fois. Le paiement, ce n'est plus une affaire de banque. On en a parlé ensemble, Oussem. Alors, quel autre exemple vous pourriez nous partager qui sort un peu de ce contexte application bancaire et pour lequel on pourrait voir justement l'utilisation du paiement mobile? Oui, comme vous le dites, le paiement mobile, ou le paiement en général d'ailleurs, c'est une fonctionnalité quelque part générique. Et finalement, je vais prendre un exemple qui va peut-être vous surprendre, mais on va sortir complètement du monde des cartes de paiement traditionnelles. Pardon, là, je repasse là. Voilà. Pour parler d'expérience de carte cadeau digitale. Et alors, en fait, là, je vais vous montrer l'exemple d'une société qui s'appelle One for All, qui est en fait une marque qui existe en Angleterre, enfin en UK, en Royaume-Uni et en Irlande, et qui distribue un programme de carte cadeau multi-enseigne. En gros, vous avez une carte cadeau, vous pouvez la dépenser dans, je crois, 50 000 points de vente, plus un certain nombre de sites Internet qui appartiennent à un certain nombre de milliers d'enseignes. Donc voilà. Pour déployer ce service, en fait, cette société utilise en fait un service Visa en marque blanche, une carte Visa dans une approche qu'on appelle restricted loop. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez qu'une carte Visa, Mastercard ou CB, par définition, elle est open loop, hein, vous pouvez l'utiliser chez tous les marchands du réseau Visa ou Mastercard. Là, pour faire ce produit-là, en fait, on va prendre une carte open loop Visa et on va restreindre l'usage basé sur les codes marchands chez un certain nombre d'enseignes. Donc, ce qu'on a fait avec ce client, c'est qu'on a réinventé l'expérience du gifting. Aujourd'hui, avant ce service, en fait, pour acheter une carte cadeau, il fallait se rendre dans un point de vente physique. Notamment, c'était distribué dans les bureaux de poste, prendre une carte physique, la recharger au guichet et puis la remettre ou l'envoyer par courrier à la personne destinataire. Là, on va voir une expérience complètement digitale. Ah, pardon, hop, je coupe la musique. Donc là, ce que vous allez voir, c'est que en fait, la personne reçoit nouvelle carte cadeau par un lien et est invitée à aller s'inscrire en fait sur le site ou dans l'application mobile de One for All pour bénéficier de son cadeau. Là, déjà, c'est un point intéressant que je voudrais commenter parce que c'est là où on voit que le paiement digital, c'est pas simplement remplacer ou transformer le paiement physique par carte en quelque chose de digital. En fait, on peut changer même le business model. Là, l'intérêt ici, c'est que les utilisateurs des cartes cadeaux physiques étaient complètement anonymes. Et
One for All n'avait aucun moyen pour les atteindre en tant que prospect, pour leur proposer ses propres produits à l'avenir. Là, dans l'usage digital, il était naturel, il est naturel parce que le service est très utilisé pour les clients qui reçoivent une carte, donc ils sont dans un environnement digital, d'aller s'inscrire, hein, donc, et de faire un opt-in, bien sûr, hein, tout ça est fait dans les règles de l'art RGPD, pour s'inscrire et s'enrôler dans le système One for All. Et donc ça, c'est un intérêt business intéressant, c'est un intérêt business évident pour One for All, c'est que derrière, ils vont constituer une base quelque part, une base client, qui vont pouvoir travailler pour proposer des services derrière. Donc voilà, donc on passe l'étape d'inscription. Une fois que notre utilisateur est inscrit, il va retrouver sa ou ses cartes cadeaux immédiatement dans son environnement, dans son espace, et il va pouvoir utiliser ces cartes aussi bien pour le paiement NFC, in-store, donc là voilà, c'est ce qui est dit ici. Donc il peut utiliser soit le wallet One for All, donc l'application One for All dans le monde Android, parce que là on peut implémenter le paiement NFC dans l'application de l'émetteur lui-même, soit dans l'environnement Apple, utiliser Apple Pay, puisqu'il y a une fonctionnalité qui permet d'envoyer la carte depuis l'application One for All vers Apple Pay. Voilà. Donc, et bien sûr, il peut également faire du paiement en ligne, puisqu'il y a une fonctionnalité qui permet de révéler en fait, les données cartes, les données token en l'occurrence, le PAN, la date d'expiration de CVC, de manière à pouvoir faire un paiement en ligne dans le réseau de e-commerçants qui acceptent cette carte cadeau. Voilà, donc juste pour résumer un petit peu, c'est qu'on voit là des acteurs, effectivement un acteur non bancaire qui, grâce à ces technologies numériques, peut proposer des services voilà, beaucoup plus avancés et sophistiqués que son, je dirais, business initial. Ce qu'on voit aussi là, bon, je ne vais pas multiplier les exemples, mais on voit aussi des acteurs, par exemple, je peux citer Stockcard, qui est un wallet que vous connaissez peut-être, qui est à l'origine le wallet leader pour la dématérialisation des cartes de fidélité, qui a plus de 60 millions d'utilisateurs dans le monde, qui travaille également avec Déjà Mobile et qui est maintenant émetteur d'une carte également de paiement qu'il émet dans 5 pays, incluant la France. En France, il a démarré plutôt de manière très progressive. Et là, voilà, c'est cette tendance à avoir des nouveaux acteurs qui construisent peut-être ce qu'on pourrait appeler des super apps, en tout cas des apps qui combinent plusieurs cas d'usage, dont le paiement numérique. Et c'est vraiment une tendance très, 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 très forte en ce moment. Merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant ce cas d'usage autour de la carte cadeau multi-enseigne avec la notion justement de restrict loop. Alors, nous avons pas mal de questions et je pense qu'on va les traiter maintenant. On reviendra bien sûr sur les questions que j'ai à vous poser. Et puis, de toute façon, il y a certaines questions qui vont être similaires. Alors, je vous pose la première parce que ça a trait avec ce qu'on a dit juste avant. Alors, je crois qu'il y a une question autour de la sécurité. Bon, je vais commencer par la première, c'est Luis Allende. Alors, je suis désolée si j'écorche votre prénom ou votre nom. Y a-t-il un problème d'accès au paiement sans contact de l'écosystème iOS d'Apple? Bon, Oui. c'est une question qu'on avait éventuellement envisagée. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Oussem, à ce sujet? Oui, oui, bien sûr, c'est un vrai problème, j'allais dire. Donc, l'accès à la fonctionnalité qu'on appelle émulation de carte, donc, qui permet de faire des transactions mobiles sécurisées, notamment du paiement, est fermé dans le monde iOS. Hein. Seule l'application Apple Pay peut avoir cet accès-là, ce qui pose problème, parce qu'évidemment, si un émetteur ne souhaite pas adhérer aux conditions d'Apple, qui sont des conditions bien figées hein, pour mettre sa carte dans Apple Pay, bah, il est coincé. Donc, ça a été considéré par certains acteurs comme un frein au développement de certains services, voire comme une position anti-concurrentielle. Je n'ai pas à commenter ça, même si j'ai co-signé d'ailleurs un papier qui défend ce point de vue. Tout ce que je peux dire objectivement, c'est qu'actuellement, il y a des enquêtes à ce sujet au niveau européen et que probablement, on va voir les choses évoluer dans les prochaines années. Mais clairement, le problème est bien connu maintenant et est plutôt perçu comme un frein. Merci beaucoup, Sam. Oui, c'est attrait effectivement à des questions de souveraineté numérique et donc pan-européenne. Merci en tout cas pour cette première réponse. J'ai d'autres questions. On va les traiter maintenant si vous êtes d'accord, Oussem. Quel est votre business model? Vous chargez des frais de licence et de maintenance ou des fees sur les transactions? C'est une question de Philippe Tissot. Très bien. Donc là, j'ai parlé alors là, des solutions de paiement mobile côté émission. Plus tard, on va aborder le sujet aussi acceptation, où le business model est différent. Sur la partie émission, on va être plutôt sur des fees par carte digitale, ce qu'on appelle token. Parce que
en fait, l'activité, le rôle de notre plateforme, c'est d'émettre des cartes digitales. Donc, il n'y a pas de notion de transaction, de fee par transaction, mais ça dépend quand même du volume de cartes qui sont gérées dans notre système. Après, on va parler un peu plus tard de l'autre solution qui est côté acceptation, où là, effectivement, on a une notion de fee par transaction, mais je ne vais pas tout mélanger avant de parler de cette solution. Très bien. Une question de Sofiane Moupsit. Un état des lieux de l'avancement de la mise en place du SRC, Secure Remote Commerce, sur le territoire français? Alors là, je n'ai pas forcément tous les éléments là-dessus, mais ce que je sais de manière dans le sens où j'ai pas d'éléments factuels, vraiment, je ne peux pas vous dire, ça concerne tant de marchands, mais je sais que c'est pas encore très développé, hein. C'est un concept SRC, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un concept très intéressant qui permet de faciliter le check-out, le paiement sur des sites de e-commerce en enrôlant de manière très simple en utilisant un service Mastercard ou Visa. Peut-être que demain CB proposera la même chose pour faire de la tokenisation pour le compte du marchand, en fait. En gros, quand vous passez sur le site la première fois, vous payez avec votre carte, elle est mémorisée, mais en fait, quand je dis elle est mémorisée par le réseau de paiement et non pas par le commerçant. Donc, ça enlève cette charge de PCI DSS sur le marchand. Et quand vous revenez, vous faites le checkout de manière beaucoup plus simple parce que votre token est réutilisé. Alors, c'est quelque chose qui commence à se développer. À ma connaissance, c'est pas encore très largement déployé chez les e-commerçants en France, en tout cas. Très bien. Comme vous avez abordé la question tout à l'heure de la certification, j'ai une question de Jonathan Blondeau. Avez-vous déjà en France des solutions mobiles déployées chez des commerçants et est-ce qu'il y a une certification spécifique à passer pour être utilisée en France? D'accord. Bon, le sujet principal qu'on a abordé aujourd'hui, c'est le paiement mobile et on l'a vu côté consommateur, hein. C'était vraiment le focus de cette intervention aujourd'hui. En fait, effectivement, on a par ailleurs une solution et c'est le moment, je pense, d'évoquer ce sujet, Sophia, si vous permettez. Donc, le côté acceptation, parce que je l'ai mentionné tout à l'heure, il reste un enjeu quand même important concernant l'équipement des commerçants en moyen d'acceptation sans contact. Encore une fois, j'ai rappelé que dans ce fameux article des Échos de mai 2020, donc il n'y a pas si longtemps, que 30% encore des marchands en France n'acceptaient pas le sans contact pour différentes raisons, soit parce qu'ils ne l'ont pas activé, soit parce qu'ils n'avaient pas encore la technologie. Et plus globalement, si on voit ça à l'échelle mondiale, il y a effectivement un vrai besoin pour améliorer l'équipement des commerçants de moyens d'acceptation de paiement sans contact. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis décembre 2019, il y a une nouvelle technologie qui est arrivée, qu'on appelle parfois soft POS, software POS, donc TPE logiciel si vous voulez, qui permet en fait, en gros, hein, pour résumer, de transformer n'importe quel smartphone ou tablette, enfin device Android NFC, en TPE, en terminal de paiement électronique sans contact, de manière standard, sécurisée, etc. Donc ça, c'est une technologie nouvelle. On a développé une solution effectivement sur la base de cette technologie qu'on a fait certifier déjà, qui a déjà ses premiers clients en pilote actuellement. Donc, on la commercialise essentiellement auprès d'acquéreurs aujourd'hui ou de PayFac ou de fournisseurs de services marchands ou de PSP. Et là, bon, c'est public, hein, il y a le premier pilote qui a démarré récemment avec le Crédit Agricole. Hein, donc, ça a été communiqué il y a 3 semaines, je crois. Voilà, donc pour répondre à la question, en fait, ce qu'on a évoqué jusqu'ici, avant que je parle de cette solution d'acceptation, côté émission, en fait, ne nécessitait pas spécialement d'évolution côté marchand. On utilise l'équipement existant NFC, hein, un contactless tout à fait standard. Mais il y a aussi un nouvel enjeu qui consiste à proposer des nouvelles solutions, encore une fois, purement logicielles d'acceptation sans contact, qui vont permettre d'équiper des petits marchands qui n'avaient pas encore accès à des TPE sans contact, mais également qui vont permettre d'implémenter ou de déployer des nouvelles expériences d'achat et de paiement, y compris dans des grandes enseignes. Je pourrais volontiers développer si ça vous intéresse. Oui, oui, on reviendra quand même sur la question, hein, parce que c'est une question absolument que je voulais vous poser. On reviendra sur cette question du soft post parce que je pense qu'il faut aussi peut-être aborder la question sous toutes ses formes. J'ai d'autres questions, on va quand même y répondre parce qu'elles sont là et donc je pense que c'est intéressant d'y répondre maintenant. Et puis on continuera, on est encore dans le timing, Oussem. Nous n'avons pas encore atteint les 45 minutes chrono, il nous reste encore une dizaine de Tout minutes. va bien. Tout va bien. Alors, une question de Benoît Winas de la société etc. Bonjour Oussem, Gilles Grappinet, mentionné récemment, dit qu'il ne croyait pas au paiement mobile en tant que tel, car sans intérêt par rapport à la carte, mais qui devait être combiné avec une offre à forte valeur ajoutée. Qu'en penses-tu? Alors, bonjour Benoît. Oui,
Alors, je ne serai pas évidemment aussi affirmatif. Je veux dire, encore une fois, si on considère que le paiement mobile, c'est juste prendre une carte, la mettre dans un mobile et payer avec un mobile, et cette affirmation est vraie. Mais en fait, justement, le paiement mobile, c'est pas ça. Le paiement mobile, d'abord, ça s'arrête pas au paiement NFC. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, notamment quand on a discuté des résultats du baromètre Kantar, on parlait aussi de paiement peer-to-peer sur mobile. D'accord, ça c'est le premier point. Deuxième point, comme on l'a vu, j'espère, avec le cas que j'ai illustré, notamment One for All, j'ai pris exprès, encore une fois, quelque chose qui sort du domaine bancaire. Ça permet le fait de digitaliser, d'être dans des parcours digitaux, donc numériques en français, excusez-moi, dans des applications mobiles, etc., permet de créer des nouveaux services et des nouvelles expériences d'usage. D'accord? Et donc, je suis désolé de ne pas être d'accord avec M. Grappinet, que je respecte beaucoup, hein, mais je ne pense pas que le paiement mobile se réduit, encore une fois, à un avatar de la carte sur téléphone. C'est vraiment un nouvel usage, c'est de nouvelles habitudes de consommation. Et quand vous regardez d'ailleurs ce qui se passe dans des pays où le paiement mobile est beaucoup plus développé qu'en France, par exemple en Chine, hein, on a la preuve de ça. Je veux dire, aujourd'hui, en Chine, il y a des systèmes à base de cartes, d'accord? Ça n'empêche pas les mêmes citoyens chinois d'avoir un compte bancaire avec une carte qu'ils utilisent et WeChat Pay et Alipay qu'ils utilisent aussi parce qu'ils sont intégrés dans des expériences d'usage qui sont beaucoup plus vastes que le paiement, vous voyez? Donc voilà, moi je pense que encore une fois, le paiement mobile est appelé à s'intégrer dans des expériences d'usage diverses et variées, hein, soit du paiement classique avec ma carte, je paye dans un magasin, du paiement peer-to-peer, du paiement en ligne sécurisé, du digital gifting, entre guillemets, comme on a vu tout à l'heure, etc., etc. Merci, merci Oussem. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent. On va un peu avancer pour qu'on puisse finir aussi un peu toutes nos questions. Et on reviendra notamment sur les questions de notre président Maurice Blanchard. Il a toujours des questions très pertinentes. Alors, comme vous avez abordé la question justement de technologie et de Chine, est-ce que dans les technologies paiement mobile, le mieux en termes d'usage en Europe, c'est vraiment pas de choisir, mais c'est vraiment d'adopter plusieurs technologies comme le QR code ou le NFC pour le sans contact ou d'autres qui pourraient se présenter. C'est ça un peu votre discours au SEM? Oui, oui, tout à fait. Moi, je ne souhaite pas et je ne fais jamais ça. Non, je n'oppose pas les technologies parce que souvent on voit des débats qui me paraissent un petit peu artificiels entre qu'est-ce qui est mieux, la technologie NFC ou QR code. Il y a pas qu'est-ce qui est mieux. Il y a qu'est-ce qui est plus utile dans un contexte d'usage. Et là, c'est intéressant de voir ce qui se passe. Pourquoi la technologie NFC prend le dessus plutôt quand on parle de paiement mobile, par exemple en Europe en général et en France, c'est parce que on est habitué à la technologie sans contact. On l'a vu tout à l'heure dans les chiffres, je ne vais pas revenir dessus. Donc, il nous paraît assez naturel, vu nos habitudes d'usage, de garder cette technologie sans contact NFC dans le mobile. Quand on regarde ce qui s'est passé en Chine, l'histoire a été complètement différente. Quand en 2010, donc les premiers services de paiement mobile, WeChat Pay, Alipay sont nés, déjà la pénétration évidemment du système bancaire, du système à base de cartes était plus faible en Chine que celle du mobile en Chine. Et surtout, ces services ont été lancés dans des communautés d'usage énormes déjà. WeChat, en tant que réseau social, avait déjà des centaines de millions d'utilisateurs. Et du coup, comme ce sont des utilisateurs d'une application mobile et que le QR code est une technologie qui vient du monde du mobile, voilà, et ils ont adopté de manière plus simple et plus immédiate le paiement avec les QR codes. Donc voilà, c'est plus une question d'écosystème, d'habitude d'usage qu'une question de technologie qui serait meilleure qu'une autre. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, pardon, Sophia, c'est que on voit, si je reste sur la Chine, qu'il y a aussi du paiement mobile NFC, puisque le UnionPay utilise ces technologies-là. Évidemment, les volumes ne sont pas les mêmes, hein. WeChat Pay, Alipay, c'est des centaines de millions d'utilisateurs. Probablement, je n'ai pas les chiffres pour le paiement mobile NFC en Chine, mais probablement c'est seulement quelques millions, mais bon, voilà. Et au Moyen-Orient, si vous prenez une autre géographie qui est un peu entre les deux influences, vous allez, par exemple, dans la région du Golfe, vous allez trouver sur le terrain des wallets de paiement aussi bien QR code que NFC. Ça Alors ne pose justement, problème à personne. Voilà. comme vous parlez du QR code, la question de Maurice Blanchard, c'est est-ce que le QR code sera-t-il un concurrent au paiement mobile traditionnel ou plutôt un accompagnateur du développement? Bon, c'est un peu ce que vous dites. Oui, voilà, je pense que Maurice a déjà répondu. C'est dans le sens où, encore une fois, il n'y a pas de concurrence pour moi de technologie. Il y a plutôt des différentes possibilités en fonction, encore une fois, de tout ce que je viens de dire, écosystème, habitude d'usage, et que tout ça se favorise mutuellement. À mon avis, ce qui est important, encore une fois, c'est qu'on réussisse à proposer des expériences de paiement numérique qui soient utiles, intégrées dans des parcours numériques bien conçus. C'est ça qui est important. Et si si le NFC est la bonne technologie pour le faire, bah, tant mieux. Si c'est QR code, il faut faire avec le QR code. Je veux dire, c'est pas une question de supériorité d'une technologie par rapport à l'autre.
Merci Oussem. Alors, puisqu'on parle de parcours d'achat, et que tout à l'heure nous avons abordé des cas d'usage, notamment avec le soft POS, j'aimerais que vous puissiez nous parler du soft POS, nous rappeler effectivement la différence avec le TPE et donc les autres solutions d'acceptation en point de vente, et puis que vous nous parliez notamment des différents cas d'usage, dans quel cas d'usage ça a du sens, quelles va être aussi probablement les solutions de demain en plus du soft post. Enfin, voilà, vraiment développer autour du soft post, s'il vous plaît. Oui, donc le softPOS, comme je l'ai indiqué, c'est une technologie qui permet de transformer un terminal Android NFC en terminal d'acceptation de paiement sans contact, carte mobile, hein, voilà, de manière standard. Donc, c'est à l'origine une spécification PCI, un Payment Card Industry, qui a été aussi étendue par Mastercard et Visa pour permettre de gérer également le code PIN. Bon, je ne rentre pas dans les détails techniques pour le moment, en tout cas. Et ce que ça permet, d'abord, il y a un premier enjeu qui est celui, et là, voyons-le à l'échelle mondiale, pas seulement en France, c'est celui d'équiper les petits marchands. Là, il y a une étude de Mastercard qui est assez connue, qui est pas mal reprise, qui dit il y a 130 millions de marchands dans le monde qui n'acceptent aujourd'hui aucun paiement, moyen de paiement électronique. Donc ça pose problème, d'accord, surtout dans les conditions sanitaires qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc premier enjeu, c'est un enjeu quelque part d'inclusion financière, c'est d'offrir à ces marchands des solutions simples. Donc, en gros, sur son smartphone NFC, il va pouvoir télécharger une application, par exemple de sa banque ou de son fournisseur de services de paiement, pour accepter des paiements de manière simple, peu coûteuse et efficace. Premier enjeu. Deuxième enjeu, et là, ça concerne tous les marchands, et notamment le commerce organisé, voire la grande distribution, c'est intégrer le paiement dans des nouveaux parcours d'achat. D'accord. Vous voyez bien en observant ce qui se passe dans le commerce qu'il y a de nouveaux parcours d'achat qui se développent. Le click and collect, ce qu'on appelle le self-checkout aussi, le fait de faire ses courses, d'aller dans une borne où on scanne soi-même les biens, on paye et on sort. Le fait aussi d'avoir la multiplication des points d'encaissement dans un grand magasin pour créer en fait des îlots. Par exemple, ça existe dans du commerce de luxe ou dans des grands magasins, mais aussi même dans la grande distribution maintenant. Donc, tous ces cas d'usage vont être, je dirais, servis par cette technologie. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus concret. Imaginez dans un magasin un vendeur qui va vous aider pour, mettons, un magasin d'électronique grand public à choisir votre télé. Non, c'est un peu compliqué, les télés, il faut faire des comparatifs, etc. Donc, ce vendeur peut être équipé, d'ailleurs, il l'est dans certains magasins, d'une tablette professionnelle qu'il utilise, par exemple, pour vous montrer des comparatifs, des choses comme ça. Et on peut imaginer que demain, avec le SoftPOS, cette tablette puisse également faire l'encaissement. Et là, vous voyez l'intérêt, à la fois pour le consommateur de faire un parcours plus rapide. Une fois que je me suis décidé en rayon, je paye. Je n'ai pas à repasser par la caisse qui est à l'autre bout du magasin, éventuellement faire 10 minutes, un quart d'heure de file d'attente pour payer. Premier avantage, donc parcours consommateur plus fluide. Et aussi pour le commerçant, en ayant convaincu le client, il vaut mieux transformer la vente tout de suite et encaisser plutôt que de lui laisser la possibilité éventuellement de quitter le magasin sans acheter. Peut-être parce qu'il a vu qu'il y avait trop de monde à la caisse, je ne sais pas. C'est peut-être un exemple un peu simpliste, mais voyez l'intérêt. Voilà, donc en fait, ce sont des nouveaux parcours qui sont en train de se développer dans le commerce organisé, dans la grande distribution, dans le commerce de luxe, etc., qui vont être favorisés par ces technologies d'acceptation purement logicielle. Parce ce qu'on fait en fait concrètement, c'est qu'on enlève la forte dépendance qui existe aujourd'hui entre la fonction d'acceptation et un matériel spécifique, à savoir le fameux TPE, qui reste quand même assez contraignant à déployer, maintenir dans le temps, etc. Voilà. Merci beaucoup, Sam. J'ai deux questions d'ailleurs à ce sujet. La première, alors juste Christian Laroche nous demande effectivement SoftPOS, est-ce que c'est la même chose que MPOS? Alors, c'est une sorte de MPOS, oui, parce que MPOS, Mobile POS, c'est le fait de payer en utilisant un terminal mobile, par exemple un smartphone. Sauf qu'aujourd'hui, les solutions SoftPOS, jusqu'à l'arrivée du SoftPOS, ça nécessitait ou nécessite encore aujourd'hui d'utiliser un terminal externe, un dongle, hein, on appelle ça souvent, qui vient se connecter en Bluetooth avec le smartphone. Et ce dongle qui est certifié sert à lire la carte et éventuellement saisir le PIN. D'accord? Donc, avec le SoftPOS, il n'y a plus de matériel dédié. Tout se passe dans l'application qui est sur le smartphone. Ah, donc, c'est quelque part l'étape ultime, entre guillemets, du mobile POS, si vous voulez. Merci. Et donc, un spectateur anonyme nous posait la question un peu plus tôt d'ailleurs dans notre chronique. Comment voyez-vous l'évolution des solutions de paiement sur smartphone du commerçant en remplacement du terminal de paiement électronique?
Alors, remplacement, honnêtement, je n'irai pas jusque-là parce que je sais que effectivement, souvent, il y a des discours sur la substitution, hein. Bon, je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes en disant, par exemple, que la carte n'a pas tué le cash, ni complètement le chèque, même si ça va finir par arriver. Donc, effectivement, je peux dire déjà aujourd'hui que je ne vois pas non plus un remplacement massif des terminaux de paiement par des solutions logicielles. Donc, les deux choses vont cohabiter. Après, en revanche, notre conviction, et là, je parle plus de la conviction de Déjà Mobile, donc on verra ce que l'avenir nous réserve, mais c'est que cette technologie va avoir un niveau de diffusion inédit parce que, encore une fois, elle a une flexibilité. Il sera beaucoup plus facile de déployer 1 million de soft-POS qu'1 million de terminaux physiques, de toute façon. Voilà, c'est évident. Et donc, son potentiel de diffusion et de croissance, certainement, est très, très fort. Donc, probablement, elle va gagner des parts de marché, peut-être au détriment des terminaux physiques, ça, on verra dans les prochaines années. Mais avant de le faire au détriment, je pense qu'elle va le faire surtout, comme je l'ai dit, pour inclure des marchands qui sont à l'écart aujourd'hui. Donc, déjà, ça, c'est de l'équipement. Et pour créer des nouveaux parcours d'achat en complément de ce qui existe. Encore une fois, le parcours d'achat du vendeur que j'ai décrit tout à l'heure, il ne va pas remplacer la ligne de caisse. Vous voyez, la ligne de caisse, ce sera toujours là avec ses TPE et il y aura des parcours d'achat en plus avec des nouveaux équipements. Voilà, donc tout ça va cohabiter. Puis on verra, on fera une chronique dans 10 ans pour voir ce qu'il en est advenu en termes de parcours des marchands. J'espère qu'on n'attendra pas 10 ans. Non, non, mais. Ouais. Alors, une question quand même sur les soft-POS de David Grava. Il pose la question, est-ce que c'est limité aux 50 € du sans contact? Non, non. Justement, c'est l'intérêt de. En fait, aujourd'hui, pour être très précis, si je parle à des spécialistes, il y a une spécification PCI-SIPOC, effectivement, qui n'inclut pas la gestion du PIN. En fait, on attend une nouvelle version de cette spécification qui va arriver en début d'année prochaine, qui va inclure la gestion du PIN. En attendant, Visa et Mastercard et d'autres schemes aussi ont fait une espèce d'extension de cette spécification qui inclut l'utilisation du PIN pour permettre justement de payer des montants supérieurs à 50 €. Enfin, voilà. Et nous, enfin, chez Déjà Mobile, on a justement implémenté cette fonctionnalité pour permettre de déployer des cas d'usage. On ne peut pas dire aux marchands, avec cette technologie, vous pouvez uniquement accepter des paiements inférieurs à 50 €. Ça, c'est pas acceptable. Donc voilà, on a intégré la gestion du PIN de manière à permettre l'acceptation des paiements, quel que soit leur montant. Je rappelle que quand on utilise aussi son téléphone mobile pour payer, on n'a pas besoin de saisir le PIN sur le terminal du marchand, hein. Encore une fois, on s'authentifie sur son smartphone. Donc ça aussi, c'est l'avantage du paiement mobile côté émission, hein, que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Super. Alors, ce que je vous propose, c'est que on puisse répondre peut-être à la question de Maurice Blanchard et puis qu'on se laisse encore 1 ou 2 minutes parce qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Est-ce que vous êtes prêt à y répondre, Oussem? Oui, On a oui, encore bien deux sûr. questions. Oui, je Super. peux. Alors, avant de poser la question de Maurice Blanchard, je vais quand même poser la question sur… c'est un spectateur anonyme qui pose la question. Alors, une opinion sur le BIOD, qui est donc le Bring Your Own Device, moyen de paiement pour le client, une alternative au POS. Quel futur pour cette techno? Alors, oui, cette question rejoint un peu la précédente, dans le sens où, alternative, dans le sens, c'est un choix supplémentaire, oui, il y aura une alternative entre prendre un POS physique ou prendre un soft POS, oui, certainement. Après, encore une fois, je ne sais pas s'il y aura un phénomène de substitution massive. Je crois pas. Personnellement, je ne crois pas trop au phénomène de substitution massive. Les usages sont toujours progressifs. On a rarement vu, encore une fois, dans notre domaine en particulier, une nouvelle technologie venir complètement détruire l'ancienne en peu de temps, hein. Donc, effectivement, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir de plus en plus des marchands utiliser leur propre téléphone pour encaisser. Ça va rentrer petit à petit dans les habitudes et peut-être que dans quelques années, ça sera majoritaire. Mais voilà, donc. Merci Oussem. Dernière question, et d'ailleurs vous allez voir, c'est en phase avec un de nos événements de la semaine prochaine. Comment voyez-vous, Oussem, la gestion de la dématérialisation des tickets dans le cadre du paiement mobile? C'est une question de Maurice Blanchard, notre président de l'association du paiement. La dématérialisation des tickets, quel genre de… Des tickets de caisse. Ah, d'accord. Bon, ça paraît naturel, hein. En fait, on parle justement de parcours numérique. C'est bien ça l'enjeu. Et effectivement, on ne peut pas imaginer, par exemple, demain, d'avoir un commerçant qui encaisse sur un smartphone et ne pas avoir un reçu digital ou un ticket de caisse digital. Clairement, c'est une tendance très, très forte. Tout ça va dans le même sens. Va dans le sens d'une expérience d'achat et de paiement complètement numérique. Donc, pour moi, c'est un usage qui est appelé à se développer, de même que la dématérialisation des moyens de paiement.
Eh bien, merci, mais un grand merci à vous, Oussem, d'avoir participé aux 45 chronos de l'Association du paiement. Vous êtes membre de l'Association du paiement et c'est important pour moi de le souligner. Alors, si je fais une conclusion très très rapide, parce qu'on est vraiment dans le timing, voilà, bien que le paiement mobile représente une goutte d'eau aujourd'hui dans un océan, si on compare par rapport au paiement par carte, le paiement mobile représente, de ce que vous me dites, des avantages. Et peut-être que la question du fait qu'il n'y ait pas de plafond, qu'on peut utiliser finalement plusieurs comptes peuvent être connectés sur un même téléphone, peut-être que ça permettra de continuer cette progression qui finalement est aujourd'hui là, d'après les chiffres que vous nous donnez. Et à bientôt dans d'autres 45 chronos de l'Association du paiement. Un mot peut-être, Oussem, un mot Simplement de nouveau un mot de remerciement. C'était vraiment très intéressant d'avoir cet échange avec vous. Donc merci encore Sophia et puis merci à l'Association du paiement et à tous ses membres. Voilà. Et bien, merci à vous et puis j'espère à très bientôt et peut-être faire de futures chroniques pour dans un an pour savoir un peu où vous en êtes et où on en est au niveau du paiement mobile. Avec grand merci plaisir. À Louis aussi qui nous dit merci pour l'échange et bonne soirée à vous, bonne soirée à tous les participants. Au revoir. Au revoir Oussem, merci.